Ok, donc pour commencer, cette nouvelle séance de CM, je vais commencer par revenir sur un truc que j'ai essayé de vous montrer hier et sur lequel j'ai pas été très clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pensais que ça s'écrivait plus simplement que ça. En fait, ça s'écrit simplement quand même, mais du coup, j'ai pas réussi à vous l'écrire comme il faut hier, donc je vous le remontre. Ce que je voulais vous montrer, c'était comment dans cet algo qu'on avait fait, qui était exact et exponentiel du coup, pour résoudre le sac à dos à valeur entière, comment au milieu de la formule de récurrence, on arrivait à insérer l'information nécessaire pour retrouver la solution optimale. Parce que jusqu'à maintenant, on s'était juste intéressé à calculer la valeur de l'optimum, d'accord, du V maximum qu'on peut atteindre avec notre sac à dos de poids W. Et il y a la question de mais c'est quoi ce sac à dos? Donnez-moi un sac à dos qui permet d'atteindre le meilleur V. Donc pour ça, on avait dit qu'il faut augmenter un petit peu l'algorithme par rapport à ce qui était écrit. Il faut retenir à chaque fois le dernier objet qui a été utilisé dans la meilleure solution qu'on a fait pour IV. D'accord? Dans le sous-problème qu'on utilisait, qui était le sous-problème renversé. Pas la peine de trop revenir dans les détails. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on applique par exemple cette formule de récurrence, il y a WI dedans parce qu'on a choisi de prendre l'objet I. D'accord? Et là, de toute façon, dans opt de IV, on ne joue qu'avec les objets jusqu'à I. Donc ça, c'est bien le dernier qu'on a pris. Donc je retiens que le dernier que j'ai pris dans ma solution optimale pour IV, pour atteindre valeur V avec les I premiers objets, c'est I, parce que je viens de décider de prendre I, donc si j'applique cette partie de la formule. Dans la deuxième partie de la formule, il y a deux parties en fait, parce qu'il y a un minimum à prendre. Soit on applique cette partie de la formule, soit on applique cette partie de la formule. Cette partie de la formule, c'est exactement la même qu'en haut. Donc encore une fois, c'est un cas où on a choisi de prendre l'objet I. Donc si je prends l'objet I, je retiens que le dernier objet que j'ai utilisé dans ma solution optimale pour IV, c'est I. Si par contre le minimum il est atteint pour la première partie, ce qui se passe, c'est que je prends l'optimum pour atteindre V en jouant qu'avec les objets de I-1. Et ça, comme c'est un indice 1 de moins, je l'ai déjà retenu, quel était le dernier que j'avais utilisé dans la solution I-1V. Donc là, je décide de ne pas prendre I, et je prends donc la solution optimale sur ça, c'est-à-dire que le dernier de IV, c'est le même que le dernier de I-1V. Parce que je prends la solution pour IV, je prends exactement la meilleure solution pour I-1V. Ok, donc il y a ces deux cas-là, finalement, ces trois cas, il y en a deux qui sont identiques et il y en a un qui est celui-là. Ça, c'est celui où je ne prends pas I, et ça, c'est celui où je prends I. Ce que j'avais un peu raté de vous montrer, c'était comment à la fin, on reconstruisait le sac à dos. Donc le sac à dos, on le reconstruit comme ça. Le sac à dos, ici, il s'appelle S, d'accord? Ce que je fais, c'est K, c'est mes objets. Donc je commence par dire, le dernier objet que j'ai mis dans le sac à dos, c'est le dernier de NV, parce que N, c'est le dernier problème que je considère, c'est quand je m'autorise à prendre n'importe lequel des N objets, pour atteindre la valeur V. Donc V là, c'est celui-là, c'est le maximum que j'ai trouvé à l'étape d'avant. Okay? C'est la valeur maximale que je peux atteindre avec un sac à dos de poids W. Donc je dis comment est-ce que je l'ai formé ce sac à dos là dans ma programmation dynamique. Le dernier, je sais que je l'ai retenu, le dernier objet K du sac à dos, je l'ai retenu dans berne de NV. Du coup, je le mets dans le sac à dos. Et c'est ça qui n'était pas trop clair hier, c'était que du coup, une fois que j'ai pris cet objet, le reste du sac, il a valeur V moins VK. Et c'est ça que je vais chercher à atteindre avec le reste des objets, d'accord, dans ma truc initial. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ça ici. Au fait que quand je prends l'objet I, je prends l'objet I, mais je fais quoi d'autre? Je prends l'optimum, donc le max de 0, vous vous rappelez, il ne faut pas le regarder, c'est juste quand à la fin VI est plus grand que V. Mais si VI est moins grand que V, ce qui se passe la plupart du temps, on prend l'optimum en jouant qu'avec les objets de I-1 pour atteindre non pas V, mais V moins VI, puisqu'on a déjà pris l'objet I. Donc ce V moins VI, c'est le V moins VK d'ici. Maintenant, j'actualise V pour dire, ok, la valeur que je dois atteindre, c'est seulement V moins VK. Et donc, tant que cette valeur, elle est strictement positive, je dis, ben, c'est quoi le dernier objet que j'ai utilisé
pour atteindre ça, c'était le dernier objet dans la solution qui jouait avec les k-1 premiers objets, parce que j'ai pris l'objet k, les objets d'avant, ils vont jusqu'à k-1, et je dois atteindre v, mais regardez que j'ai actualisé la valeur de v. La valeur de v, elle a chuté. Donc je dis maintenant, l'avant-dernier, c'est le k qui est le dernier de k-1 v avec cette nouvelle valeur de v. Je le mets dans S, et j'actualise la valeur de v. Je dis maintenant, on ne veut plus atteindre v, mais v moins vk. Et je fais ça jusqu'à plus soif, tant que v est positif, et je retrouve celui d'avant, et celui d'avant, et celui d'avant, et celui d'avant. Donc ça, c'est exactement ce qu'on avait fait, ça ressemble à ce qu'on avait fait pour l'autoroute, où il y avait une histoire de P au milieu, c'est tout. C'était, on faisait K reçoit prum de P de K, un truc comme ça. Prum, c'était Dern, donc je devrais dire Dern ici. C'était un peu différent, c'était un petit peu différent, mais ça ressemble quand même énormément. D'accord ? On faisait un truc comme ça. Et à la fin, quand j'ai rassemblé tous les objets dans S, eh bien voilà, c'est ça mon sac à dos. Okay ? Donc c'est comme ça qu'on retrouve le sac à dos qui était formé par la programmation dynamique à la fin de l'algorithme. Donc ça, c'est un truc qu'on ferait en plus à la fin de l'algorithme. Et par rapport à ce qu'on avait fait ensemble dans les tables, pourquoi j'avais mis une deuxième table, du coup, qu'on n'a pas utilisée, c'était que cette table-là, donc cette table-là, c'est celle qui stocke les opt bar de IV, et cette table-là, c'est celle qui stocke les derns de IV. Okay ? Avec ça, vous en sortez, vous reconstruisez. Non seulement vous avez l'optimum à la fin, mais vous reconstruisez votre solution comme je viens de vous le montrer. J'espère que ça vous parle un peu plus qu'hier. Bien sûr, c'est pas facile de repartir à froid sur le truc. Est-ce que vous avez des questions sur ça, ou est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous raconter pour reconstruire le sac à dos à peu près? Vous avez compris l'idée, en tout cas. Juste, c'est quoi le principe de retenir le dernier? Le principe de retenir le dernier, c'est qu'en fait, en tirant la ficelle, du dernier, tu vas sauter vers l'avant-dernier. Et ensuite, à chaque fois que tu en as un, en fait, tu es capable de retrouver celui d'avant grâce au dernier que tu as utilisé dans l'optimum. Et du coup, ça pour refaire le sac. Pour quoi? Pour refaire le sac. Voilà, c'est pour refaire le sac. Avec les cases, là, on prend les trucs et on... Exactement. En gros, si tu veux, une fois que tu as trouvé ton W, ta limite W, tu as dit OK, la valeur maximum que je peux faire, c'est cette valeur-là, V. Du coup, c'est plutôt l'inverse en fait. V est écrit là et W est écrit là. Tu as dit OK, la dernière valeur que je peux faire, c'est V. Là, ta case dernier, elle te permet de dire OK, je vais prendre du coup ce qui est marqué là-dedans. Donc, ce qui est marqué là-dedans, c'est un K. Et ensuite, je vais continuer dans l'algo, tu vois, je vais retrouver, j'ai besoin du dernier de K-1 V, donc j'ai changé le V. Donc ça veut dire, en fait, tu vas sauter un peu de case en case dans cette matrice pour trouver quelle valeur, quel truc tu dois prendre à chaque fois. Et les gens que tu trouves là, c'est eux qui te font ton sac à la fin. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce truc-là, du coup? Bon, donc ce qu'il faut retenir, c'est que... Alors, je vous rappelle que d'ailleurs, il y a un de vos camarades qui m'a posé la question. C'est le fait de ne retenir que le dernier, c'est pour gagner de la place. Sinon, je pourrais retenir l'ensemble en entier. C'est-à-dire que pour chaque solution optimale de IV, je pourrais retenir l'ensemble des objets que j'ai utilisé. Mais ça me fait quand même multiplier par un facteur n l'espace que j'utilise, d'accord, qui est déjà gros, parce que l'espace que j'utilise, c'est l'espace de cette table. Cette table-là, on l'avait majorée dans la complexité temporelle, le temps que ça prenait de toute la parcourir, c'est n fois v étoile. Donc là, je me retrouverai avec, ce qui est déjà énorme, hein. Vous vous rappelez que la programmation dynamique, c'est consommateur d'espace. On gagne du temps parce qu'on consomme de l'espace. Donc cette table qui est déjà NV étoile, si je m'amuse à stocker les ensembles en extension, si je ne stocke pas que le dernier, je vais passer à n carré V étoile et ça commence à vraiment piquer. Donc tout ça, le fait de remarquer qu'on ne peut retenir que le dernier, c'est une petite astuce pour réduire quand même l'espace et garder un espace qui est le même que le temps de calcul. Donc
le temps de calcul de cet algorithme qui est à la fin n carré v étoile. Alors oui, non, l'espace il est même plus petit, parce que le temps de calcul c'est n carré v étoile, alors que l'espace, comme je vous dis, c'est n v étoile. C'est le nombre de fois qu'on fait ce truc-là. Ok, good. Deuxième truc que je regrettais de ne pas vous avoir dit, c'était que quand je parle du v étoile, normalement j'explique un autre truc. En fait, cet algo, les gens disent souvent qu'il est pseudo-polynomial. Alors, j'aime pas du tout cette dénomination, mais par contre, vous avez vu, je tenais à vous faire comprendre qu'il n'était pas polynomial. Pseudo-polynomial, pourquoi j'aime pas? Parce qu'on dirait que c'est presque polynomial. Non, en fait, pour moi, c'est pas du tout polynomial. C'est-à-dire que cette complexité, ce que je vous avais expliqué hier, je vais peut-être faire une nouvelle page. Soyons fous. Ouais. Donc cette complexité, n carré v étoile, ça a furieusement l'air d'être polynomial, et ça l'est pas. Et on avait trouvé ensemble que ça l'était pas à cause du v étoile. Parce que ce v étoile, en fait, ça, c'est exponentiel en fonction de la taille de la donnée. Et c'est ça qu'on avait rajouté dans le raisonnement, c'est qu'on a dit, en fait, on a tendance à un petit peu oublier quelle est la taille d'encodage de ces machins-là. En général, on compte le nombre d'objets, on dit, ok, il y a n carré, il y a n carré étapes, c'est des étapes en temps constant, basta. Mais, pardon, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a n, dans mon truc là, il y a n entier et il y a n réels. Je ne parle même pas des réels parce que je ne sais même pas comment encoder les réels. Mais je parle déjà des n entiers et de toute façon, ce machin-là n'est pas polynomial. C'est-à-dire que ce truc-là, donc ça c'est un entier, v étoile, c'est la plus grande valeur des v. Le v max parmi les objets. Ok, donc ce truc-là, c'est un entier. Ce que j'avais voulu vous expliquer, c'est que la taille de ce truc-là, c'est pas v étoile. Quelle est la taille de codage de ce machin-là? La taille que prend ce truc-là dans les données. C'est pas v étoile. C'est pour ça que c'est pas polynomial. Si ça prenait une place v étoile, ce machin-là serait polynomial. Okay, mais c'est pas v étoile la taille du codage, c'est log de v étoile. Pourquoi? Parce que quand vous encodez un entier que je vais appeler P, vous encodez un entier P, vous l'encodez en binaire. Ok? Vous l'encodez en binaire. Et quelle est la place que ça prend? C'est-à-dire quel est le nombre de bits? Parce que c'est ça au final. La place qu'on prend, le codage, c'est le nombre de bits pour encoder ce machin-là. Ben, le nombre de bits, c'est seulement log P, c'est pas P. Alors, il y a une représentation un peu bébête dans lequel c'est P. Si vous le représentez en unaire. En unaire, c'est quoi? C'est qu'on met que des 1. Et on en met, donc ça, ici, il y en a log à base 2 de P en binaire. Et en unaire, il y en a P. En unaire, c'est vous mettez avec des bâtonnets. Vous comptez comme les hommes préhistoriques. Je t'ai passé 6 pots de mammouth. On le marque en dur dans la boue avec un bâton. Quand il pleut, ça ne se voit plus. Donc c'est ça le codage unaire. Okay, c'est un codage qui est pas bon. Et donc en fait, si on décide, ok, les entiers, les données, je les code en unaire, alors ça devient polynomial. Parce que ça, c'est précisément, le v étoile, c'est précisément la taille du codage en unaire de l'entier v étoile. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est pseudo-polynomial, c'est parce qu'il est polynomial avec le codage unaire. Mais le codage unaire, pour moi, c'est un codage pas légitime, parce qu'il n'est pas du tout efficace. Pourquoi? Bien sûr que vous pouvez rendre tout algo, vous pouvez avoir qu'il ait l'air plus efficace si vous faites inutilement grossir la taille de l'entrée. Okay, je vous donne un graphe, au lieu de vous donner le graphe, je vous donne n copies du graphe en entier. Ben, votre algo, automatiquement, par rapport à la taille de l'entrée, il descend d'un facteur n, puisque j'ai fait l'entrée une fois plus grosse, mais c'est complètement artificiel. Okay, donc ça, c'est un mauvais codage. Donc avec ce codage-là, en tout cas, ça devient polynomial, et c'est ce que les gens appellent pseudo-polynomial. Donc pseudo-polynomial, c'est plus pseudo que polynomial, carrément. Ok.
un dernier truc que je vous pointe. Je réfléchis si je vais arriver à vous dire ça comme il faut. J'avais laissé en suspens la question de pourquoi est-ce qu'on avait renversé le problème. Vous savez, finalement, dans ma programmation dynamique, j'ai pas utilisé les opt, j'ai utilisé les opt bars. C'est-à-dire que j'avais changé le problème pour je veux plus maximiser la valeur à poids fixé, mais l'inverse, je veux minimiser le poids pour atteindre au moins une valeur. Valeur minimum fixe, minimiser le poids. Donc pourquoi est-ce qu'on avait fait ce changement? Une des façons de comprendre, en fait, à mon avis, c'est ça, la façon au fond, la raison au fond pour laquelle on doit faire ça. Ah, j'arrive pas à m'en remettre. C'est l'émotion de parler de ces choses-là. Donc pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? À mon avis, ça tient au fond au fait que dans la programmation dynamique, outre le fait que c'est de la programmation dynamique, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de regarder pour toutes les V possibles. C'est ça qu'elle fait ma table. C'est ça qu'elle fait. C'est qu'elle regarde en fait pour tous les V possibles. Vous vous rappelez, ici c'est les V. Et en fait, elle regarde pour tous les V possibles, c'est quoi le meilleur poids que je peux faire? Et pourquoi je peux me permettre de faire ça? Et pourquoi je ne peux pas me permettre de le faire avec les poids? Parce que je pourrais faire pareil avec, à la place de V, je mets W, je regarde pour tous les W possibles, c'est quoi la meilleure valeur que je peux faire? Auquel cas, je n'aurais pas besoin de renverser le problème. Mais là, je suis passé à l'inverse. Je regarde tous les V possibles et je regarde le meilleur W que je peux faire. Pourquoi ça marche si je mets V et pourquoi ça ne marche pas si je mets W? Oui. Exactement. Bien vu. Parce que V, ce sont des entiers. Donc, tous les V possibles, c'est facile à faire. On fait notre programmation sur les entiers. Notre schéma de récurrence, il marche sur les entiers. D'accord? Si c'était sur les réels, le réel moins 1, vous prenez le poids moins 1, c'est pas un poids, c'est le poids de personne. Donc en fait, ça ne marcherait pas avec les poids qui sont des réels et qui peuvent valoir un peu n'importe quoi. Là, ça marche parce que les valeurs sont entières et que du coup, je sais quoi regarder à l'avance. Je regarde tous les entiers entre 0 et le plus grand et la somme de tous ces machins-là. Si je devais faire pareil avec tous les réels, je ne sais pas tous les réels qu'il faut regarder entre 0 et la somme de tous les poids réels. Okay? Enfin, si, je sais, quelque part, je pourrais prendre toutes les combinaisons, mais justement, toutes les combinaisons, au niveau combinatoire, ça explose. Ça ne reste pas polynomial. Alors que là, c'est pseudo-polynomial. C'est la taille du plus grand V. Ok. Alors du coup, faisons quand même ce qui est intéressant de faire avec ça. Ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'on avait fait tout ça? Donc je vous rappelle, là ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est un algo exponentiel pour résoudre de façon exacte le problème du sac à dos lorsque les valeurs des objets sont des entiers. Si les valeurs des objets sont des entiers, je sais résoudre le problème de façon exacte par un algo exponentiel. Ok, je vais l'utiliser pour le résoudre de façon pas exacte, approchée, mais aussi près que je veux de l'optimum, c'est pour ça que c'est beau. Et dans le cas où les valeurs ne sont pas du tout des entiers, mais des réels. Donc je vais relâcher, je vais revenir dans les réels et je vais le résoudre de façon pas exacte, mais approchée, et pas exponentielle comme l'algo qu'on vient faire, mais polynomial. Comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Ce que je vais faire, c'est, dans le principe, ça doit être clair pour vous. C'est ça le principe. C'est que je vais modifier les valeurs VI qui me sont données en entrée, qui sont des réels. Je vais les modifier en des VI chapeaux pour que ce soit des entiers déjà. Okay, pour me ramener au problème avec valeur entière.
Donc je vais les approximer par des entiers, pas très dur. Je vais prendre l'entier le plus proche, ou l'entier juste au-dessus, ou l'entier juste en dessous. Un truc comme ça. Je vais le faire de telle sorte, en fait je ne vais pas exactement prendre l'entier juste au-dessus, juste en dessous, vous allez voir, je vais introduire un facteur d'échelle. Et ce facteur d'échelle, il va me permettre de contrôler le fait que pour mes V-chapeaux, pour mes entiers, le plus grand, il va être polynomial en n. En fait, il va même carrément être O de n. Et ça fait quoi? Ça fait que dans mon algo d'avant qui était en n carré V étoile, quand je le fais dans le monde des V-chapeaux, comme le plus grand V-chapeau, le V-chapeau étoile, il va être O de n, je vais tomber sur une complexité polynomiale. D'accord? Ça va me faire, dans les V-chapeaux, ça sera ça, ma complexité, et du coup, ça sera O de n cube. C'est comme ça que je vais obtenir un algo en temps polynomial, c'est en bidouillant les valeurs entières pour qu'elles ne soient pas trop grosses par rapport au nombre d'objets. Pour ça, je vais non seulement les approximer par des entiers, mais je vais aussi faire un facteur d'échelle. C'est-à-dire que je vais les approximer, vous allez voir dans une seconde, je vais biner, ce qu'on appelle biner, c'est-à-dire je vais prendre un pas, je vais avancer de B en B, et je vais regarder tous les multiples de B, et je vais les faire tomber sur un des multiples de B les plus proches. Donc c'est ça que je vais contrôler, en changeant mes valeurs entières, je vais m'arranger pour que le V chapeau étoile il devienne aussi polynomial, et enfin, je dois m'arranger quand même pour que mon approximation entière, elle soit assez fine pour que quand je calcule le problème, la solution sur le problème modifié, j'obtienne quelque chose qui est un facteur 1 plus epsilon de l'optimum sur le problème initial. Okay. Alors, vous allez voir du coup comment est-ce qu'on fait ça. Premier truc, je fais un traitement qui est trivial, mais que vous allez voir, il a une grande importance par la suite. C'est un peu rigolo d'ailleurs. Donc quand il y a quelque chose de trivial qui a de l'importance, en général, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre quand même. Je commence par retirer les objets qui ont un poids supérieur au poids max que je m'autorise dans mon sac à dos. Une bonne idée, puisque de toute façon, je ne pourrais pas les enlever. Je ne pourrais pas les emmener. Mais je dois absolument les enlever, parce que vous allez voir que je vais me baser sur le plus grand... vous allez voir pourquoi. Essayez de me dire pourquoi à la fin, pourquoi il fallait absolument faire ça. Ensuite, je choisis mon facteur d'échelle B. Donc ça, le facteur d'échelle, on va voir comment on le choisit. Où est-ce que je vais vous expliquer ce que je fais? Ouais, je vais l'expliquer là. Okay. Je choisis un facteur d'échelle, B, c'est mon pas de bin, comme j'ai appelé. Et ce que je vais faire avec ce B, c'est que je vais arrondir toutes les valeurs des VI qui me sont données sur le multiple de B qui est juste au-dessus de VI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans votre sac à dos, vous allez me donner des objets. Qui ont chacun une valeur. J'oublie un peu leur poids là. Là, je vais faire un bidouillage uniquement sur les valeurs pour commencer, ok? Et j'ai choisi un B. Le B, mettons que je le choisis, je ne sais pas, comme ça. Ça, c'est B. Du coup, je tronçonne tous les trucs de B en B. Et j'arrondis sur le multiple de B supérieur. Okay. Donc lui, par exemple, ce V1 là, le V1 chapeau, il vaudra ça. Il vaudra ce truc-là. Un peu trop gros. Au pire, trop gros de B. Je fais pareil pour celui-là. Pareil, un peu trop gros. Donc ils vont tous être un peu trop gros. Mettons que celui-là, allez, je triche un peu. Non, je triche pas. Tellement triché déjà dans ma vie, j'arrête. Hop. Non, c'est pas comme ça justement. C'est ça, voilà. C'est pas comme ça. Je savais que j'allais faire une bêtise. Mais pas comme ça. C'est-à-dire que quand ça tombe juste avant, on est obligé d'aller un peu plus loin. C'est pour ça que ça me plaisait pas. Je voulais en faire un qui tombait pas trop loin. Mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, là je triche pour de bon, 4, voilà, celui-là il tombe moins loin. Hop. Et je les arrondis tous sur ce truc-là, d'accord? Tous ils vont être arrondis au multiple de B qui est juste au-dessus.
Donc ça dépasse. Ça dépasse un peu. C'est ça mon approximation. Moi, je vais résoudre le problème sur les valeurs modifiées. Alors, c'est pas les VI chapeaux, ça c'est les VI tilde. Les VI chapeaux, parce que ça, c'est pas encore des entiers, d'accord? Ça, c'est pas encore des entiers. C'est des multiples de B. Mais B, je ne dis pas encore comment je l'ai choisi. C'est pas forcément un entier. Et je vais me ramener à des entiers en divisant par B, puisque c'est des multiples de B. Okay. Je divise par B. Donc du coup, maintenant, en fait, finalement, la valeur VI chapeau qui est modifiée, qu'est-ce qui lui va pas là? La valeur VI chapeau qui est modifiée, c'est celle-là. Je prends VI, je le divise par B, je prends la valeur entière supérieure. Ça, c'est un entier. Okay. Donc, je me suis ramené sur des entiers. Voyez que grâce au B, j'ai l'espoir de contrôler la taille de ces entiers, puisque je divise par B. Donc, si je prends des B plus gros, je vais obtenir des entiers plus petits. Rappelez-vous que moi, mon but, c'est juste que le plus grand d'entre eux que j'obtiens, il ne soit pas plus gros que n, ou qu'une constante fois n. Donc, je vais pouvoir contrôler ça grâce à mon B. Maintenant que j'ai des VI chapeaux, je résous le nouveau problème avec les objets qui ont valeur VI chapeau et qui n'ont pas changé de poids. Je ne change pas le poids des objets. Okay. Alors, comment est-ce que je vais choisir mon facteur d'échelle? Tout va reposer là-dessus. Oui, dites-moi si vous avez des questions, parce que je sens que vous êtes troublé par quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne? Vous voulez? C'est pour vous que je demande. Je vois que ça vous n'avez pas l'air trop rassuré. C'est bon pour vous jusque-là? Donc ça c'est le principe. Ok, je me suis ramené dans des entiers. Et maintenant, je vais choisir le B avec lequel je fais ça pour avoir toutes les bonnes propriétés qui m'intéressent. Alors je vous le dis, on ne va pas y réfléchir trop longtemps. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait évident. Le B, je le choisis comme ça. Epsilon, c'est là que le epsilon de mon facteur d'approximation apparaît. Epsilon sur 2n fois V étoile. Okay. Et je vais prendre que 1 sur epsilon est un entier. Ça, c'est pour qu'en fait, pour retomber sur un truc qui va m'arranger après. Donc comment je le prends? Je le prends petit par rapport à quoi? Je le prends epsilon fois V étoile sur n en gros. Donc je le prends petit par rapport à la plus grosse valeur divisée par n. On va voir comment ça sert. Et ça doit, moi j'ai l'espoir que ça me garantisse d'une part que la plus grosse valeur des V chapeaux, elle n'est pas plus grosse que n. Et d'autre part, que le ratio d'approximation, il est 1 plus epsilon. Quand je résous le problème avec ces valeurs VI chapeaux modifiées, je prends exactement la solution qui m'est donnée. On me dit, prends ce sac pour les VI chapeaux. Je dis, ok, ça c'est le sac que je retourne pour le problème initial. Et j'espère qu'il ne soit pas trop loin parce que j'espère que les valeurs que j'ai approximées VI chapeaux ne soient pas trop loin des vraies valeurs. Ok. Donc l'algo c'est ça. D'abord vous fixez epsilon, comme vous voulez pour votre facteur d'approximation qui à la fin va être 1 plus epsilon. Donc vous fixez epsilon égale 0,01 par exemple. Okay. Vous modifiez les valeurs de l'instance en calculant les VI chapeaux grâce à cet epsilon. Vous prenez B égale epsilon sur 2n fois V étoile. V étoile c'est le plus grand des V. Vous appliquez l'algo qu'on a fait, l'algo exact pour résoudre le problème du sac à dos à valeur entière sur cette instance modifiée où j'ai modifié la valeur des objets. J'obtiens, comme je vous disais, un sac à dos S qui est optimal pour le problème à valeur entière parce que je le résous de façon exacte par un algo exponentiel. Et c'est le S que je retourne pour mon problème initial. Je ne trafique pas le S. Okay. J'ai trafiqué les valeurs. Je prends le meilleur sac à dos pour ces valeurs trafiquées. Je dis ça, c'est un bon sac à dos pour les valeurs pas trafiquées. Et maintenant, on va travailler pour montrer que c'est vrai. Okay. Donc, on a montré deux choses. Que c'est un bon sac à dos pour les valeurs pas trafiquées et que la complexité du truc qui était exponentielle, elle est devenue polynomiale avec ce changement
avec ce changement de valeur pour les VI chapeaux. C'est les deux trucs que je veux obtenir. Okay, complexité polynomiale, ici, ça tient sur le fait que mon V chapeau va être O de n, et facteur d'approximation m plus epsilon, ça veut dire le sac à dos que je retourne, il n'est pas mauvais pour le problème initial. Oui. Juste une question pour l'algorithme d'approximation, pour la partie au-dessus, le troisième et le quatrième point, la partie où on arrondit les multiples de B jusqu'au-dessus. Oui. Puis on se ramène à des valeurs entières du genre A. Mais j'ai pas totalement compris le but de ces Ok. Je rajoute un ingrédient là. Donc ça, c'est les VI chapeaux, ok? Eux, ils sont juste sur un multiple de B. Donc c'est pas encore des entiers. Par contre, l'idée multiple de B, tu dois voir à quoi ça correspond. Ça correspond au fait que je vais les approximer à B près, ces valeurs. Et j'espère que si B n'est pas trop gros, mon approximation n'est pas trop naze et que ma solution optimale, elle va être proche de la vraie solution optimale. Okay, donc c'est pour ça que je les approxime à B près. Donc le B, c'est ça. Et après, donc ça, c'est les VI tilde. Et après, pourquoi je me ramène au VI chapeau? Pour avoir des entiers. Pour avoir des entiers, je divise par B. Alors là, il y a un truc, c'est ça que je veux rajouter comme ingrédient, parce que c'est peut-être ça qui te chiffonne, c'est que quand tu divises toutes les valeurs par la même chose, ici par B, la solution optimale avant division et après division, c'est la même. Okay, ça doit être clair. Vous changez toutes les valeurs, vous faites x2 sur toutes les valeurs, la solution optimale, le sac à dos optimal, c'est la même. C'est le même. C'est juste que sa valeur a été multipliée par 2 ou divisée par 2, soit vous multipliez ou vous divisez. Okay, mais quand vous changez toutes les valeurs par un facteur, qui est le même pour tout le monde, le sac à dos optimal, il n'est pas bougé. C'est les mêmes objets. Il n'y a que leurs valeurs qui ont changé. Okay, donc, la deuxième étape, là, si tu veux, là, pour le coup, là, je suis sûr qu'elle ne change rien au problème. Okay, ça, il n'y a pas de problème à diviser par B tout le monde. Là où j'ai fait une approximation, ce n'est pas quand j'ai divisé par B. C'est quand je les ai arrondis tous à l'entier le plus proche, au multiple de B le plus proche. Ça fait que je perds en précision sur la solution que je calcule. Par contre, quand je divise sur B, je peux le faire tranquille, les yeux fermés, ça ne bouge pas. Là où j'ai perdu, c'est quand j'ai calculé les V tildes. Quand je passe des V tildes au V chapeau, je ne perds rien. Okay, et je le fais pourquoi? Simplement parce que moi, je veux vraiment des entiers. Je ne veux pas des multiples de B, je veux des entiers. Pour appliquer l'algo qu'on a fait juste avant, qui marche avec les entiers. Il n'y a que deux trucs qui m'inquiètent. C'est est-ce que ça, c'est assez précis pour avoir un truc qui est proche de l'optimum? Et d'autre part, est-ce que les entiers que j'obtiens, quand même avant j'avais une complexité exponentielle, maintenant je veux qu'elle soit polynomiale. Est-ce que les entiers, je les ai fait assez petits pour avoir une complexité polynomiale? Regardez, pourquoi est-ce que ça va finir par marcher? C'est parce que B, je l'ai pris que c'est V étoile divisé par N. Ça veut dire la plus grande, donc c'est là, epsilon, il est fixé. Une fois pour toutes. Je fixe epsilon au début. Donc epsilon, pour vous, maintenant, c'est une constante. Donc B, je l'ai pris quoi? Une constante fois V étoile, j'enlève toutes les fioritures. V étoile sur N. Ça, c'est mon pas d'approximation B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus grand d'entre eux, je vais le trancher en N morceaux. Parce que j'ai pris sa valeur divisée par N pour le B. Okay, donc ça veut dire le plus grand, il est tranché en N morceaux. Eh bien c'est bon, ça c'est gagné pour la complexité polynomiale. Déjà, en ayant fait ce choix de B là, je vois que la complexité polynomiale c'est acquis. Parce que le plus grand d'entre eux, donc rappelez-vous, la complexité à la fin de l'algorithme c'est N carré V étoile. Mais là, j'ai fait que le V étoile, je l'ai tranché en N morceaux. Donc quand je vais diviser par B, lui, la valeur de l'entier, elle sera plus petite que N. Elle sera grand O de N, c'est ce que j'ai mis là. Alors dans le grand O, il y a caché le epsilon. Mais je m'en fous, c'est une constante. Il y a caché le 2 aussi, c'est une constante. Ok? Donc ça, c'est acquis, ça. C'est parce que j'ai tranché le plus gros en N tranches. Donc c'est pas choisi n'importe comment. Ça paraît un peu sorti du chapeau, ce machin. C'est un peu sorti du chapeau, mais c'est quand même un chapeau qui a été un peu réfléchi. Ok, donc complexité polynomiale, c'est gagné. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, il faut crier maintenant.
du coup, il y a un truc qui n'est pas clair du tout encore. C'est qu'on va bien avoir un facteur à 1 plus epsilon. C'est ça pour lequel on va un petit peu se battre. Et c'est pour ça aussi que le B a été choisi comme ça, proportionnellement à epsilon. C'est parce que je veux que le B il soit petit. En prenant epsilon de plus en plus petit, je vais avoir un pas B qui est de plus en plus petit et qui va faire que mon approximation, quand j'approxime au multiple de B près, elle est de plus en plus fine. Parce qu'elle dépend du epsilon. Donc c'est pour ça que je retrouve là-dessus. Ok, allons-y, travaillons. Donc d'abord la complexité. On finit d'enfoncer le clou. La complexité, c'était n carré V étoile. Quand je l'applique sur l'instance modifiée, du coup, ça me fait n carré V chapeau étoile, puisque moi je travaille maintenant avec les V chapeaux. Et il faut remarquer que le V chapeau étoile, c'est 2n sur epsilon. Comment on fait ça? Le V chapeau étoile, c'est le V chapeau le plus grand. Devinez quoi? Quand j'approxime à multiple de B juste au-dessus, le V chapeau le plus grand, c'est obtenu pour la barre originale la plus grande. Il n'y a pas trop de suspense, d'accord? Même en approximant à B au-dessus, maximum B, la plus grande tranche que je vais obtenir, c'est pour la plus grande barre au départ. Donc mon V chapeau, il est obtenu, le V chapeau étoile, il est obtenu pour le VJ qui est le plus grand. Et par définition, ce V chapeau, vous vous rappelez, c'était la partie entière de VJ divisé par B. Or, VJ ici, j'ai dit c'est le plus grand, c'était celui qui réalisait le V étoile. Donc c'est V étoile divisé par B. Tout ça pour dire pas grand-chose, je pourrais sauter de là à là quasiment. C'est V étoile divisé par B, partie entière supérieure. Et comment est-ce qu'on l'a choisi le B par rapport à V étoile? On revient en arrière, V étoile divisé par B, je vais le calculer ici, V étoile divisé par B, je renverse un peu cette équation, ça me donne quoi? Ça me donne 2n sur epsilon, si je ne me trompe pas. Ok, V étoile divisé par B, on l'a choisi pour que ce soit exactement 2n sur epsilon. Et vous allez voir que le type qui a choisi ça, il était malin, parce que du coup, c'est bon, j'ai ce que je voulais. J'ai que mon V chapeau étoile, il est grand O de n. Mais regardez, et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que j'avais dit avant, qui était plus grossier, c'est que là, je suis en train d'expliciter que, ok, il est grand O de n, mais dedans, il y a quand même un 1 sur epsilon caché. Ok. Donc là, ça me rassure qu'il y ait le 1 sur epsilon caché. Il ne serait pas là, je serais inquiet. Parce que je suis en train de prendre epsilon aussi petit que je veux. Donc je vais avoir une solution de plus en plus fine. Il faut que quelque part je le paye. Mais je le paye là, parce que la complexité, elle devient quand même de plus en plus grosse au plus epsilon devient petit. Parce qu'au plus epsilon devient petit, au plus le 1 sur epsilon devient gros. D'accord? Donc cette complexité à epsilon fixé, elle est polynomiale. Mais quand je vais prendre epsilon de plus en plus petit, elle va être polynomiale, mais de plus en plus grosse. Okay? Par une constante qui devient de plus en plus grosse. Ok, ça doit vous rassurer ça. Vous êtes rassuré? C'est bien que vous soyez rassuré, mais ne vous endormez pas, parce que je vais essayer quand même de vous entourlouper à un moment donné. C'est quand même mon rôle. Ok, donc complexité polynomiale. On est bon, je repousse toujours l'instant, on sent que j'ai peur de m'y attaquer, à prouver que le ratio d'approximation, c'est bien 1 plus epsilon. Ok, donc moi, je vais comparer la solution optimale au problème, donc au problème du sac à dos, que j'ai noté à cette étoile, comparé à la solution que moi, je vais retourner par cet algo d'approximation, là, où j'ai fait tout ce tralala que je viens de vous expliquer. Je calcule le S, qui est la meilleure solution du problème approché, par des entiers, et je dis c'est exactement ça la solution que je retourne. Et je veux contrôler que cette solution-là, elle n'est pas trop loin de l'optimum qui est S étoile. Elle est forcément plus petite que l'optimum qui est S étoile, puisque là on est dans un problème de maximisation. Donc l'optimum c'est vraiment S étoile, c'est le plus grand. La solution donnée par S, elle est forcément plus petite. Ok. Donc nous, l'algo, ce qu'on fait, c'est qu'on résout le problème de façon exacte, avec les VI chapeaux. D'accord? C'est ça notre approximation. C'est pas qu'on résout le problème de façon approximée, c'est qu'on le problème original de façon approximée, c'est qu'on résout un problème de façon exacte, mais ce n'est pas le problème original, c'est le problème approximé. Donc, moi je résous exactement sur les VI chapeaux. Comme je viens de te l'expliquer, la différence entre VI chapeau et VI tilde, c'est juste une multiplication par B.
Donc là, je suis tranquille qu'en fait, si je le résous de façon exacte sur les VI chapeaux, je le résous de façon exacte sur les VI tilde. Ok. Par contre, les VI tilde, malheureusement, ce n'est pas les VI. Donc je ne résous pas de façon exacte sur les VI et je vais vous montrer que je le résous à 1 sur epsilon près sur les VI. Donc, comme je résous de façon exacte sur les VI, quand je prends, sur les VI tilde, pardon, quand je prends, là, il faut peut-être quand même tomber la veste, quand je prends sans tout arracher, quand je prends le sac à dos que moi je retourne, et rappelez-vous, S c'est le sac à dos que moi je retourne. Quand je prends les valeurs des VI tilde pour ce sac à dos S, c'est le top que je peux faire pour les VI tilde. Donc en particulier, si je regarde ce que fait, alors là c'est un peu bizarre, si je regarde ce que fait sur les VI tilde, le sac à dos optimal sur les VI. Et vous voyez, je fais un peu le truc à l'envers. Je ne suis pas en train de regarder ce que fait mon sac à dos optimal des VI tilde sur les vrais VI, je le prends dans l'autre sens. Je regarde le sac à dos optimal sur les VI. Qu'est-ce qu'il vaut sur les VI tilde? Ben, il vaut moins bien que mon sac à dos à moi sur les VI tilde, parce que moi j'ai résolu le problème de façon exacte sur les VI tilde. Donc moi j'ai le meilleur sac à dos. Donc il est meilleur que le meilleur des VI sur les VI tilde. Ok, donc ça, ça c'est un petit clin d'œil à ce que je vous avais dit à la fois d'avant sur les algos d'approx. C'est qu'en fait les algos d'approx, la clé dans la preuve, c'est quand même, c'est pas trop intuitif, mais c'est de montrer que la solution optimale, elle ne peut pas être trop bonne. Il faut avoir un contrôle sur à quel point elle est bonne. Okay, elle ne peut pas être trop bonne. Parce que le réflexe, c'est de montrer que la solution qu'on renvoie, elle n'est pas trop mauvaise. Oui, ça, on va le montrer. Mais pour arriver à montrer ça, il faut arriver à la situer par rapport à la solution qui est la meilleure. Et il faut expliquer que la solution qui est la meilleure, elle peut être la meilleure du monde, mais elle ne peut pas être mieux que ça quand même. Okay. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Regardez, je suis en train de parler de la meilleure, c'est la S étoile. Je suis en train de contrôler sa taille, de dire qu'elle est quand même plus petite qu'un truc. Alors par contre, ce n'est pas direct. Je ne dis pas la meilleure. Si je voulais vraiment contrôler la meilleure solution, je dirais c'est ça que j'ai envie de contrôler. Mais là, j'en ai un contrôle un petit peu différé via les VI tilde plutôt que les VI. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont très proches par définition. Les VI tilde, ils sont compris entre VI et VI plus B. D'accord, les VI tilde, c'est les VI approximés à B près. Donc ils sont entre VI et VI plus B. Du coup, si j'exploite cette inégalité-là, le fait qu'ils ne sont pas trop proches, pas trop loin des VI, j'ai quoi? J'ai le fait que mon sac à dos optimal sur les VI. Enfin, je m'intéresse à la vraie quantité. Ça, c'est la valeur de la solution optimale sur les VI. Elle est plus petite que, on vient de le dire, que rien du tout, pardon. Comme le VI est plus petit que VI tilde, ce machin-là, c'est plus petit que la somme des VI tilde. Mais regardez ici, j'ai mis que la somme sur S étoile des VI tilde, c'est plus petit que la somme sur S des VI tilde. Donc la somme sur S étoile des VI tilde, elle est plus petite que la somme sur S des VI tilde. Ça, c'est parce que moi, sur les VI tilde, j'ai fait le top de ce qu'on peut faire. Et du coup, je finis par le dernier bout. Le dernier bout, c'est de dire que VI tilde, oui, il est aussi pas plus grand que VI plus B, et du coup si je remets VI plus B là-dedans, je me retrouve avec la somme sur mon sac à dos à moi des VI plus B. Dans mon sac à dos, je sais qu'il n'y a pas plus de N objets, donc je sais que la somme sur tout le sac à dos des B, c'est pas plus que NB. Et je garde que cette partie-là ici. Donc je me retrouve avec, ça c'est ce que je voudrais majorer. Moi je voudrais expliquer que c'est comment ça, je voudrais expliquer que ça, c'est pas plus grand que 1 plus epsilon fois la solution que j'ai trouvée. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est ça. On s'en rapproche. J'ai déjà le une fois ce machin-là qui est là. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est que le NB, je voudrais arriver à dire que c'est pas plus grand que epsilon fois ce machin-là, justement, le truc que j'ai trouvé. Okay, c'est ça que je vais arriver à expliquer. Donc ça, c'est quoi ça? Ok, là, on oublie un petit peu l'arithmétique. Là. Je sens que c'est pas ça vous... c'est pas ce qui est le plus intéressant, je le reconnais. Mais regardez,
au final, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'arithmétique? On retrouve les idées importantes. C'est quoi ce machin-là? C'est n fois l'erreur que je fais. Le B, c'est l'erreur que je fais en approximant mes objets. Là, le NB, c'est n fois l'erreur que je fais. Donc ça, c'est ce qui contrôle l'erreur totale que je fais sur mon sac à dos, justement, parce que comme je viens de le dire, dans mon sac à dos, il y a au plus n objets. Donc en tout, sur tous les objets du sac à dos, vous savez que, quel que soit le sac, vous ne faites pas une erreur plus grosse que n fois B. Parce que sur chacun, vous faites une erreur de B. Donc là, maintenant, on est au cœur du problème. Il faut que cette erreur qu'on fait, NB, il faut qu'on arrive à dire qu'elle est ridicule devant la solution qu'on retourne. Okay. Et du coup, j'aurais bien mon 1 plus epsilon, j'aurais bien que la solution optimale, c'est inférieur à 1 plus epsilon pour la solution que je retourne. Donc là, c'est ça que je veux contrôler, c'est l'erreur totale que je fais. Je veux dire qu'elle est dérisoire, qu'elle est négligeable devant la solution que je retourne. Ok, donc c'est ça qu'on explique. Et on veut que NB soit petit devant la somme des VI, c'est ce que je viens de vous dire. Alors là, je pourrais essayer de vous en donner une intuition directe. Pourquoi c'est vrai que NB est petit devant la somme de mon sac à dos? C'est pour ça, alors là, ça va paraître vraiment étonnant. Mais c'est pour ça que j'ai enlevé les objets de poids supérieur au poids limite du sac. Parce qu'en faisant ça, je suis sûr de quoi? En enlevant les objets de poids supérieur, que je n'aurai pas de chance d'utiliser, je suis sûr que tous les objets qui restent, je peux en faire un sac à dos. Chacun des objets, je peux dire, ok, je prends que celui-là dans le sac. D'accord? Et ça fait quoi? Ça fait que le sac à dos optimal, sa valeur, c'est au moins la valeur des plus grands objets qui restent. Et ça, c'est vrai que parce que j'ai dégagé ceux qui avaient un poids trop gros pour entrer dans le sac. Donc la valeur de mon sac optimal, c'est au moins la valeur du plus grand objet. Et du coup, moi, mon NB, je l'ai quand même choisi par rapport à la valeur du plus grand objet. Vous vous rappelez, le NB, le B, on l'a choisi où? Le B, on l'a choisi ici. J'ai quand même choisi que, du coup, que NB, c'était égal à epsilon sur 2 fois le plus grand objet. D'accord? Donc NB, il est dérisoire il est négligeable devant la valeur du plus grand objet. Et moi, je voudrais expliquer qu'il est négligeable devant la valeur du sac à dos. Mais du coup, oui, c'est vrai, parce que le sac à dos, je viens d'expliquer que sa valeur, c'était au moins la valeur du plus grand objet. Alors là, il y a une petite enfumade qui va expliquer que je ne peux pas m'arrêter là, dans l'explication. C'est-à-dire que le sac à dos, sa valeur, le problème là, c'est que c'est la valeur sur les VI. Moi, je connais sa valeur sur les VI tilde. Donc, il faut encore un peu travailler pour dire que sa valeur sur les VI tilde, elle est très proche de sa valeur sur les VI. Mais ça, c'est encore une fois l'erreur NB. Donc, en fait, elle va apparaître deux fois, cette erreur. Allez, on finit, on achève ça. Donc, on reprend la définition du J. Mon J, c'était l'objet qui avait plus grande valeur au départ. C'était celui qui a réalisé V étoile. Donc, vu comment j'ai choisi B, on a vu que j'ai choisi comme ça. VJ égale 2 sur epsilon NB. C'est ce que je viens de vous montrer, la formule. Et du coup, pour lui, VJ, c'est exactement VJ tilde. Pourquoi? Rappelez-vous la définition de VJ tilde. VJ tilde, ça doit être la partie entière supérieure de VJ sur B. Pourquoi pour lui, c'est exactement VJ? Donc VJ sur B, moi je vois que ça fait la partie entière supérieure de 2 sur epsilon fois n. Pourquoi diable ce machin-là? Donc moi je suis en train de dire que ce machin-là, c'est déjà, en fait c'est déjà un entier. C'est déjà 2 epsilon sur 2n sur epsilon. Pourquoi? On a pris 1 sur epsilon entier. Et ouais, c'est pour ça qu'on a pris n sur epsilon entier, en effet. Ok, c'est pour que sur lui là, sur le plus grand, il lui arrive rien, il n'est pas approximé. Et le plus grand, vu que j'ai pris justement B pour que ça tombe sur un multiple pile poil j'ai pris le B et le epsilon pour que ça tombe sur un multiple de sa valeur, lui il n'est pas approximé, ça tombe pile dessus.
Donc mon dessin il était imparfait tout à l'heure, ils étaient tous approximés. En fait, il y en a un au moins qui n'est pas approximé, c'est le plus grand. Ok. Là, j'utilise la propriété que maintenant tous mes objets ont un point inférieur à W. Donc je l'utilise à un moment donné. Donc du coup, à cause de ça, je sais que la somme de mes VI tilde, elle est plus grande que pour mon sac que je retourne. Je peux au moins, c'est comme ça, c'est le sac optimal, je peux au moins prendre le plus grand des VI tilde, des VJ tilde. Okay, et il vaut quoi? Il vaut pile poil 2 epsilon sur NB. Donc maintenant, je veux juste faire que ce machin-là, je le transforme en ça. Et on peut le faire comme ça. D'après les inégalités qu'on avait avant, la somme pour mon sac des VI, elle est plus grande que la somme des VI tilde moins NB. Ça, on a dû l'écrire quelque part. C'est où? C'est là. La somme sur mon sac des VI tilde, elle est plus petite que NB plus la somme sur mon sac des VI. Donc la somme sur mon sac des VI, elle est plus grande que la somme des VI tilde moins NB. Pardon. C'est ça que j'écris. C'est ça que j'écris où? Ici. Ok, c'est ça que j'ai écrit ici. Du coup, là je ne sais plus pourquoi c'est comme ça. Ce machin-là, voilà, on a réussi à dire que c'était plus grand que 2 sur epsilon NB, donc je le remplace, et ça me fait 2 sur epsilon NB moins NB, ça me fait ça, 2 sur epsilon moins 1 NB. Donc la somme de mon sac, elle est plus grande que 2 sur epsilon moins 1 fois NB, d'accord? Donc ça y est, je vais arriver à contrôler que NB, il est tout petit devant ce VI. Donc je renverse, j'obtiens que NB c'est 1 sur ce machin-là, fois la valeur de mon sac sur les VI. Okay, donc ça, enfin, je vais arriver à montrer ça. NB est petit devant ça. Oui, NB, il est petit devant ça. Il reste juste à voir ce truc-là. Est-ce que c'est bien petit? Pour le voir, je multiplie par epsilon en haut et en bas. Et j'obtiens ça. Et je vois que si epsilon est inférieur ou égal à 1, ce machin-là, il est plus grand que 1. Donc ce machin-là, il est plus petit que epsilon. Pour les epsilon inférieurs à 1, j'ai bien NB est inférieur à epsilon fois ce truc-là. Donc j'ai réussi à contrôler en effet l'erreur que je faisais. On avait trouvé, nous, que l'optimum sur les VI, c'était la valeur de mon sac que je retourne sur les VI plus NB, et je viens d'expliquer qu'NB, c'était plus petit que epsilon fois la valeur de ce que je retourne. Du coup, j'ai bien exactement ce que je voulais. L'optimum est inférieur à 1 plus epsilon fois ce que je retourne par mon algo. Ça, c'est la définition pour les problèmes de maximisation, facteur d'approximation 1 plus epsilon. Ok, donc on a bien un ratio d'approximation de l'algorithme qui est 1 plus epsilon. Donc je suis d'accord que des détails calculatoires, il y en a beaucoup, ne sont pas très agréables. Ce qui n'est pas très agréable, c'est que l'histoire de le pas d'approximation avec le B, il intervient à 2 endroits pour arriver à contrôler que du coup l'erreur qu'on fait, elle est petite devant le sac à dos qu'on est capable de retourner. Mais le truc important, c'est ça. L'erreur qu'on fait en binant à B près, elle est petite devant la valeur du sac à dos qu'on retourne. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous pouvez poser les questions que vous voulez.
même, mais pourquoi vous nous obligez à subir ça? C'est une question admissible. Je peux développer pourquoi je vous oblige à subir ça. Donc sans rentrer sur les détails, je comprends que les détails ça peut on peut un peu s'y perdre. Est-ce que sur l'idée générale, vous avez compris comment et pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche et comment ça marche? C'est ça que je voudrais qu'au moins vous gardiez. Comment ça marche? C'est j'approxime à B près. Pourquoi ça marche? C'est le fait qu'en faisant cette petite approximation, l'erreur que je fais, je peux la contrôler en fonction de la valeur du sac que je retourne. Vous êtes OK sur ça? Bon. Super. Ça tombe bien parce que vous savez que de temps en temps j'ai des éclairs de génie et hier j'en ai encore eu un en préparant le cours. Je me suis dit mais c'est extraordinaire ce qu'on vient de faire parce que là je viens de quand même nous faire un rapport d'approximation à 1 plus epsilon près en temps polynomial. Rappelez-vous, en même temps j'ai fait tomber la complexité à polynomial, la complexité de l'algo exponentielle. Okay? Rappelez de ça. Du coup, je pense que j'ai trouvé un algo polynomial qui résout de façon exacte le problème du sac à dos à valeur entière. Et je suis super content parce que ce problème il est NP complet. Donc ça veut dire que tout le monde attend depuis 40 ans quelqu'un comme moi qui va trouver enfin une solution polynomiale à un problème NP complet. Et je vous ai dit, c'est pas du bipo, il y a $1 million en plus sur le problème. Et puis je vous ai dit surtout, il y a $1 million pour répondre que non, c'est pas vrai, P égale... Donc ça c'est la question P égale NP. Il y a $1 million pour le type qui va répondre que P est différent de NP, ce que tout le monde sait. Okay? C'est encore une question, mais tout le monde pense que P est différent de NP. Et là, il y a $1 million pour ça. Dollar, il y a 2 barres, non? Mais là, je suis en train de répondre plus fort que $1 million, que je vais prendre quand même au passage, il n'y a pas de petit profit, je suis en train de répondre que P égale NP. Et ça, je vous ai dit, c'est beaucoup plus d'$1 million là. Parce que P égale NP, ça veut dire que pour tous les problèmes difficiles, vous avez trouvé un algo qui est quand même assez efficace, un algo polynomial. Et là, les applications, elles sont infinies. Vous débloquez tous les problèmes d'optimisation, de production industrielle, d'optimisation dans tout ce que vous voulez. Et là, vous devenez beaucoup plus riche. Je vous ai dit, si vous trouvez qu'un jour que P est différent de NP, dites-le vite et prenez $1 million. Si vous trouvez que P égale NP, ne le dites pas de suite. D'accord? Faites une petite start-up d'abord et après vous en parlerez. Alors, je vais vous montrer comment on va devenir riche et célèbre parce qu'on n'est quand même pas si nombreux. Je suis prêt à partager les $1 million si vous m'aidez à fixer les détails de cette histoire. Je suis sur le sac à dos à valeur entière. Comme les valeurs sont des entiers, la valeur optimum du sac à dos aussi. C'est la somme des valeurs d'un certain nombre d'objets, qui sont tous des entiers. Donc mon sac à dos, l'optimum que je cherche, il est à valeur entière. Mais moi, je suis capable de l'approximer aussi près que je veux, à 1 plus epsilon près. Donc, mettons par exemple que la valeur optimum du sac à dos, je ne sais pas moi, c'est 100. Okay? Je l'approche aussi près que je veux. Je vais l'approcher à 1.001 près. D'accord? Donc à 1 millième près. Je vais approximer l'entier 100. Du coup, par un entier, d'accord? C'est que des entiers, moi, que je retourne. Je vais l'approximer à 1 millième près. Vous en connaissez beaucoup, des entiers qui sont à moins de 1 millième. Donc 1 millième de 100, ça fait 0,1. Des entiers qui sont à moins de 0,1 de 100, par valeur supérieure. Vous en connaissez combien? Moi, j'en connais qu'un, c'est 100. Parce que 101, c'est déjà trop gros. 101, ça ne me garantit pas ce facteur d'approximation. Si je retourne, si mon algo même, il se plante un peu, d'accord? S'il retourne 101, c'est trop mauvais par rapport à ce que j'ai fait. Parce que moi, j'ai choisi epsilon égale 1 millième. Et 101, c'est epsilon égale 1 centième. D'accord? Donc en fait, en prenant epsilon assez petit, vu qu'on est dans les entiers, je le force à me retourner la solution optimale exacte.
Attends, j'ai pas fini, j'ai pas encore gagné le million de dollars. Après, C'est juste que Oui. le epsilon, c'est pas 1 sur 100, mais Non, moi je le prends à 1 sur 1000. Donc ce que je fais, c'est que je fixe epsilon à 1 sur 1000. Enfin, si l'optimum c'est 100, ce que je dis, c'est que il existe un epsilon assez proche, aussi, assez petit, pour que mon optimum dans les entiers, ça soit, pour que mon truc approximé dans les entiers, ça soit l'optimum lui-même. Okay. Donc là, moi je prends epsilon 1 sur 1000 justement parce que si je prends 1 sur 100, peut-être mon algo il va me retourner 101. Mais moi je veux pas qu'il me retourne 101, je veux qu'il me retourne pile poil 100. Donc je prends 1 sur 1000. Okay. Donc comme j'approxime 1 sur epsilon près, si je prends epsilon assez petit, ce que je suis en train de dire, c'est que j'obtiens la solution exacte. Et je l'obtiens en temps polynomial, puisque notre algo, on a montré que la complexité était polynomiale. Donc, en temps polynomial, on a la solution exacte à ce problème sac à dos à valeur entière. Comment vous savez que l'optimum c'est 100? Alors, c'est vrai, je sais pas que l'optimum c'est ça. Mais c'est pas grave, je veux dire, je peux le majorer à la louche. Je prends la somme de toutes les valeurs des objets, par exemple, c'est pas plus gros que ça. Donc j'ai une borne sur l'optimum, je prends mon epsilon en fonction assez petit. Le nombre d'opérations de l'algorithme polynomial, il ne ressemble pas un peu à celui de brute force. C'est-à-dire On a pris l'epsilon très petit, Oui. on aura quand même beaucoup d'opérations. Ouais. Et au final, on en aura peut-être autant que l'algorithme exponentiel. Ouais. C'est ça la blague. C'est qu'en fait, rappelez-vous, la complexité elle est polynomiale, mais comme tu viens de nous le rappeler, elle dépend quand même de epsilon. Donc quand je prends epsilon assez petit, il y a quand même risque que la complexité polynomiale, comme elle devient plus grande, elle soit tellement grande qu'un jour elle soit plus polynomiale. C'est où que j'ai marqué la complexité ? C'est là. La complexité, c'est ça. Donc en fait, elle dépend quand même de epsilon. Quand on dit la complexité elle est polynomiale, c'est à epsilon fixé. Si je fixe epsilon une fois pour toutes. Mais là, je suis en train de m'amuser à prendre epsilon assez petit pour que. Donc je m'autorise à le faire bouger comme ça m'arrange. Pendant qu'il bouge l'epsilon, la complexité aussi elle bouge. Et le polynôme il grossit. Et un polynôme qui grossit trop, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle une exponentielle. Okay. On rappelle que l'exponentielle, c'est juste un super polynôme. C'est x à l'exposant k sur factoriel k. Okay. Exponentielle, c'est beaucoup plus gros qu'un polynôme, mais en fait, c'est juste un polynôme. C'est le plus gros des polynômes. C'est celui où je prends toutes les puissances de k. Je ne m'arrête pas à une puissance maximum. Et je prends la somme de toutes les puissances jusqu'à très gros. D'accord ? Donc, il y a quand même vraiment un risque que ce polynôme qui grossit, ça devienne une exponentielle. Mais on va regarder de suite. On va faire du coup précis ce que tu m'as dit, c'est comment je sais que la solution c'est 100. Bon, mais la solution c'est pas 100. J'ai donné un majorant à la louche, mais du coup, si je veux contrôler la taille de la solution, de la taille de l'optimum, je suis sûr que c'est plus petit que quoi ? Comme j'ai dit là, que la somme de tous les objets, des valeurs de tous les objets. C'est-à-dire en gros, n fois... attendez, je vais l'écrire peut-être sur celui-là. Voilà. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est que mon epsilon fois opt, soit plus petit que 1. C'est ça que je veux, moi. Okay. Mon opt, je peux le majorer de toute façon. Mon opt, epsilon fois opt, moi je veux ça. Epsilon fois opt, je suis capable de dire que le opt, ça ne peut pas être plus que n fois la taille du plus grand objet, puisqu'il y a n objets, la valeur du plus grand objet, d'accord ? Donc du coup, si j'ai envie que ça, ce soit plus petit que 1,
je suis sûr que je peux prendre epsilon plus petit que 1 sur ça. Et ça marche. C'est ce qu'il me faudrait pour faire marcher mon idée. Okay. Or, la complexité de l'algo, on vient de le revoir, elle était en 1 sur epsilon n cube. Donc, si je réinjecte là-dedans, ça va me faire, à la place de epsilon, 1 sur epsilon, c'est nv étoile, ça va me faire du n4 fois v étoile. Et là, qu'est-ce que je vois rappliquer qui ne me plaît pas? Je vois le v étoile dont j'ai expliqué avant qu'il n'était pas polynomial en fonction de la taille de l'entrée. Il est exponentiel à cause de cette histoire de codage. Donc ce machin-là, c'était dans mon algo exponentiel exact, c'était ça qui me faisait la complexité exponentielle. Ok. Donc, dommage, on retombe encore sur de l'exponentiel. Caché derrière prendre le epsilon assez petit, en fait, il y a le prendre tellement petit que comme il est plus fixé, il varie de façon le 1 sur epsilon varie de façon exponentielle, a besoin de varier de façon exponentielle pour être assez petit. Exponentiel, pas très gros, hein, juste n fois v étoile, l'exponentiel on dirait que c'est un polynôme, mais ça n'en est pas un. Okay. Donc non, ça ne marchera pas pour cette fois, et vous pouvez garder l'idée qu'à chaque fois que j'ai une super idée, ça finit toujours par être foireux. Ok. Avant que je vous jette dans les allées de l'université, il y a un dernier truc peut-être qui serait bon de discuter ensemble. En fait, c'est la question que tu m'as posée, Anémone, hier. Il me semble que ça se voit ici. Votre camarade, elle m'a demandé au final l'algo exponentiel exact, dont la complexité est en n carré v étoile, il est exponentiel et il est surtout exact. Ça veut dire que si j'arrive à le rendre plus exponentiel, si j'arrive à faire que ce machin-là n'est plus exponentiel, j'ai un algo exact polynomial. Ça, c'est vrai. Donc, ce que je veux essayer de vous montrer, c'est à quoi ça tient que le problème est difficile. Ça tient pour moi à deux choses. Dans les entiers, ça tient au fait que la plus grande valeur, elle n'est pas trop grande. Que la plus grande valeur peut être très grande. Aussi grande que vous voulez, sans rapport avec le nombre d'objets. Parce que si vous arrivez à contrôler la valeur du plus grand objet en fonction du nombre d'objets, si vous arrivez à le contrôler de façon polynomiale, bing, votre complexité de l'algo exact, elle devient polynomiale. Donc le fait que le problème est difficile, c'est parce que vous pouvez avoir des objets de très grande valeur. Quand on est dans les entiers, quand on est dans la valeur entière, c'est parce que vous pouvez avoir des entiers très très gros, décorrélés du nombre d'objets, d'accord ? Vous avez un certain nombre d'objets, mais les valeurs sont énormes par rapport à ça. C'est ça qui fait la difficulté du problème. Si vous n'avez pas ça, bim, algo exact, polynomial. Et quand on est dans les réels, et ça je trouve ça intéressant parce que ça c'est une idée qui serait bon que vous ayez, parce que c'est une idée en informatique qui explique où est la... il me semble que c'est un truc un peu profond sur le fait que ce qu'on fait dans les ordinateurs c'est fini, c'est encodé sur des choses finies, et sur qu'est-ce qui fait la difficulté des problèmes par rapport à ça. Donc sur les entiers, la difficulté c'est que les entiers sont très gros, c'est que ça prend beaucoup de place. Si je reviens sur les réels, en fait, et que je parle de mon rapport d'approximation, qu'est-ce qui est difficile ? En fait, on peut le voir dans le epsilon. Ce qui rend le problème difficile, c'est lorsque je veux prendre le epsilon très petit. Lorsque je veux prendre la précision de comment j'approxime mes réels, parce que dans la machine, les réels, ils sont approximés. Hein. Ils rentrent sur des mots mémoire de 64 bits. Ce qui est difficile, c'est si je veux avoir ma précision epsilon qui est très très petite. C'est là que ma complexité, elle devient grande, parce qu'elle dépend du 1 sur epsilon. Donc dans les réels, ce qui fait la difficulté du problème, c'est la précision.
Et du coup, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça, c'est assez naturel parce que la précision sur les réels et la taille des entiers, au fond, c'est le même combat. C'est la taille d'encodage. Si vous voulez encoder des réels avec beaucoup de précision, il faut des très longs, des très longs mots mémoire. Donc là, vraiment, la difficulté du problème, elle tient aux valeurs des objets et au fait que ces valeurs ont soit une précision qui n'est pas contrôlable en fonction du nombre d'objets, soit une taille qui n'est pas contrôlable en fonction du nombre d'objets quand on est dans les entiers. Donc c'est soit que les entiers sont très gros, soit que les réels sont très précis. Est-ce que ça répond un peu à la question que tu m'as posée hier, Anémone, ou pas du tout? Si? Ok, je crois que j'ai plus rien à dire. Ah oui, si,